Après la validation de la politique foncière nationale, les acteurs fonciers de la RDC se sont réunis au cours d'un atelier interprovincial organisé par le Conseil pour la défense de l'environnement, par la légalité et la traçabilité CODELT, la stratégie nationale d'engagement CNE, ainsi que le membre de l'International Land Coalition ILC pour projeter le base d'un nouvel engagement afin d'instaurer une gouvernance centrée sur les personnes. Cet atelier visait à relever le besoin immédiat de sécurisation de communautés locales, partager la stratégie 2030 d'ILC et formuler des objectifs et des résultats pour les 3 prochaines années. L'atelier ou l'assemblée ici présente avait un objectif, c'était de jeter les bases. Étant donné que nous arrivons à échéance de la stratégie de 2019-2021, il fallait songer maintenant à jeter les bases pour la prochaine stratégie triennale. Ce que ILC a finalement défini comme ce qu'on appelle la stratégie 2030, sur base de laquelle vont être construites les stratégies triennales de manière séquentielle, en fixant des objectifs déterminés sur base des acquis qui ont été réalisés dans les premières réalisations de la stratégie triennale 2019-2021 et j'étais justement le base de la nouvelle stratégie sur la politique foncière et la mise en œuvre. Au cours de cette assise, l'International Land Coalition ILC a présenté l'outil L'Index, qui est un indice mondial de la gouvernance foncière pour permettre à ceux qui ont la décision de le prendre au regard des informations qui découlent de sources diverses. C'est un outil qui a été conçu avec principe, sous un principe de ILC que n'est rien laissé, ni personne derrière, mais le faire par la démocratisation des données foncières. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller vers les populations, même les catégories les moins visibles, qui sont touchées par la question foncière, de pouvoir remonter les informations dans l'ensemble ou dans la pile d'informations qui vont être compilées par l'outil L'Index et analysées dans les espaces politiques pour obtenir les résultats en rapport avec la gouvernance foncière centrée sur la personne. Ces acteurs ont voulu aussi apporter leur contribution aux documents qui vont dans le sens de la gouvernance et de l'utilisation de terres et sécuriser les droits fonciers de peuples autochtones dans le cas de femmes qui réclament le droit à l'héritage, les droits d'accès à la terre et les droits de propriété foncière. Rappelons que cet atelier de 2 jours, déroulé en visioconférence avec les acteurs de Mbandaka, Goma et Bukavu, a atteint ses résultats dans le besoin immédiat de sécurisation de terres de communautés, le grand lit de stratégie 2030 d'ILC sont partagés, les objectifs et les résultats de la plateforme pour les 3 prochaines années également ont été formulés. La ministre des Mines, Antoine Tsambankalambay, et son collègue des Affaires sociales et actions humanitaires, Modeste Moutinga, ont signé la semaine dernière au Fleuve Congo Hotel l'arrêté interministériel portant dotation aux communautés locales de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises exploitant les minerais sur les sols congolais. Cet arrêté interministériel vient 3 ans après la promulgation du règlement et code minier pour faire bénéficier aux Congolais les richesses du sol et sous-sol et de mettre en application ces dispositions juridiques destinées à améliorer les conditions socio-économiques des communautés paysannes et impactées par des activités d'exploitation minière. Je suis convaincu, pour ma part, qu'avec l'opérationnalisation de cette dotation auprès de chaque projet minier, les populations affectées vont enfin bénéficier des retombées substantielles de l'activité minière et que cela va booster le développement local allant dans le sens de la réalisation de la vision du peuple d'abord. De son côté, le ministre des Affaires sociales a rendu un hommage à la ministre des Mines pour s'être investi à la mise en application de cette dotation. Il invite également les communautés concernées à la bonne gestion des fonds et à énumérer quelques projets à caractère social qui contribueront à la réduction de la pauvreté. Le choix des projets à financer dans le cadre de cette dotation va tenir compte de la fiabilité du projet, de son impact sur le développement communautaire, de son caractère intégrateur et de sa plus-value. Le choix portera sur les besoins prioritaires des communautés locales concernées dans le strict respect
de la préservation de l'environnement. Notons que ces projets d'arrêté interministériel, c'est la dotation des 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières, a été adopté lors de la 32e réunion hebdomadaire des conseils des ministres, après avoir été soumis par la ministre des Mines. L'Organisation des Nations Unies a décrété la journée du 27 décembre, journée internationale de la préparation aux épidémies, depuis le 7 décembre 2020 en raison de la COVID-19. Cette journée a pour but de rappeler l'importance de la collaboration face aux épidémies ainsi que l'importance des organisations internationales et régionales, les communautés et les pays à tous les stades de la surveillance des épidémies. Dans son message à l'occasion de cette journée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé qu'il y avait de nombreuses leçons à tirer de l'année écoulée. Tout d'abord, investir dans la préparation aux catastrophes est financièrement bien plus judicieux que de devoir engager les dépenses en urgence. Ensuite, les sociétés ont besoin de systèmes de santé plus solides et d'une couverture sanitaire universelle. Dans le passé, les épidémies de maladies telles que le virus Zika, la grippe porcine ont conduit les pays à prendre des précautions et à accroître leur surveillance. Selon les Nations Unies, il est important d'accentuer davantage la sensibilisation, les connaissances scientifiques et les bonnes pratiques en matière de mesures efficaces, de prévention et de réactions au niveau local, régional et mondial. Notons que les systèmes des Nations Unies, en particulier l'Organisation mondiale de la santé OMS, jouent un rôle central dans la coordination des ripostes face aux épidémies. Horticulture, une discipline qui s'occupe de la production des légumes, de fruits, de l'embellissement, ainsi que dans la lutte anti-érosif, ne cesse d'accroître en RDC. Le cas de ces jeunes entrepreneurs, Paul Mukendi, de l'entreprise Homo Vert, et à la promotion de l'économie verte avec son projet de recyclage des pneus usés servant à fabriquer de meubles pour le maison et le bureau. Un geste pour protéger l'environnement contre la pollution pneumatique. Homo Vert, comme le mot l'indique, c'est une entreprise dont moi-même je suis le directeur général. Qu'est-ce que fait Homo Vert? Nous sommes dans la promotion de l'économie verte. Présentement, nous avons lancé notre premier projet qui est de recyclage des pneus usés. Donc justement après crevaison, les pneus que l'on jette, nous récupérons ces pneus-là, on les transforme en table, on les transforme en pots de fleurs, on en fait des chaises, des poufs, des tabourets, mais aussi le projet est large, justement d'amener les pneus partout et dans tout ce qui est la vie quotidienne de chacun, une manière de donner une valeur économique à ces pneus-là. Un geste salué par la direction des reboisements et horticulture à la vice-primature de l'environnement et développement durable. Ces secteurs très capital qui contribuent à l'adaptation et à l'atténuation. Kofi Binboteko salue les actions de ces jeunes entrepreneurs engagés pour la protection de l'environnement et ornement de la ville. Alors c'est un secteur très capital qui contribue aussi à l'adaptation et atténuation, c'est-à-dire dans la réduction de la pauvreté et du réchauffement climatique. Les activités horticoles jouent un rôle primordial dans la planète. Ça joue le rôle de l'adaptation et atténuation. C'est comme ça que je tiens à remercier les jeunes qui sont dans le secteur d'entrepreneuriat de l'horticulture. Ces derniers implorent l'appui des autorités afin d'embellir la vie de Kinshasa. On croit le chargé de la cartographie et travaux terrain, les ministères contribuent à l'encadrement de ces jeunes et l'octroi de permis de partenariat. Dans les attributions des ministères, toute personne ou toute structure qui travaille, le ministère est là pour l'encadrement et l'octroi de permis de partenariat, de documents. Alors c'est ça l'encadrement. Et s'il y a un peu de conseils techniques, ils doivent passer à la direction d'horticulture pour l'encadrement. Et c'est comme ça les attributions du ministère, l'octroi des avis favorables, des certificats d'enregistrement et ainsi de les accompagner d'une façon technique. C'est ce que fait le ministère de l'Environnement. Ces secteurs, une source de revenus et une solution pour réduire la pauvreté. Kofi invite le jeune à s'engager et aimer les activités horticoles en honorant l'environnement par le fluor qui joue le rôle de séquestrer les dioxydes de carbone et donner l'oxygène, aussi en recyclant les déchets pour en faire des pots de fleurs afin de contribuer à l'assainissement de l'environnement.
L'absence du braconnage dans la Kagera est une discipline impressionnante dont disposent ces terres protégées. À Kagera, un parc national délaissé au cours de la guerre civile au Rwanda, désormais en pleine renaissance. Au beau milieu du parc, Innocent Bagajimana, le guide touristique, rappelle voir toute cette faune ici, c'est une bonne nouvelle. Vraiment, nous sommes très contents de les voir. Comme vous voyez, les buffles en face, quand même, n'ont pas peur. Donc, ils nous observent sans problème. Ils sont à l'aise, il n'y a pas de braconnage, comme vous voyez. Car l'immense parc national de la Kagera revit. Aujourd'hui, il abrite tous les animaux emblématiques de la faune sauvage. Alors qu'il y a donc 10 ans, la faune sauvage qui avait encore disparu. En 1994, les génocides du Rwanda avaient fait plus d'1 million de morts. La réserve est alors laissée à l'abandon. Le rescapé chasse pour survivre. Le braconnier décime de nombreuses espèces. Ils ont tout l'air d'animaux très puissants, donc c'est bien de rester à bonne distance. Cette dernière année, une association qui gère avec le gouvernement du Rwanda a introduit des dizaines d'espèces d'animaux en provenance d'autres pays d'Afrique. Il y a quelques jours, fin novembre, ils ont organisé le plus important des transferts animaliers de l'histoire. Plus de 30 rhinocéros blancs arrivés par avion venus de l'Afrique du Sud pour rejoindre 13 000 autres espèces désormais présentes dans le parc. Il y a aujourd'hui une quinzaine de spécimens en tout. Il s'y est de rappeler qu'une unité canine spécialement entraînée et déployée dans le parc depuis 2015 de chiens bergers pour traquer des braconniers. En utilisant nos yeux, on ne peut pas voir où ils se cachent, mais avec l'odorat des chiens, on les trouve. Résultat, le braconnier a presque complètement disparu à Kagera. Et plus de 44 000 touristes visitent désormais chaque année ces parcs nationaux.